C'est le journal sur LCF. Voici les titres. Quelle stratégie pour la relance du secteur touristique au Togo? Les autorités ont dressé un plan de relance de ce secteur. Vous en saurez tout dans ce journal. L'État hébreu a mené un raid dans la bande de Gaza en représailles à des tirs de roquettes. Le bilan fait état de 2 morts côté palestinien. Voilà pour le sommaire de ce journal. Bienvenue à toutes et à tous. Parlons du genre féminin pour ouvrir cette édition. Longtemps marginalisées, les femmes sont de plus en plus présentes dans les secteurs d'activité traditionnellement réservés aux hommes. Elles y font des merveilles, elles excellent, dépassant parfois les hommes dans ce secteur. Elles sont de plus en plus présentes dans le monde des affaires, comme nous le montre Apolline Abaki dans ce reportage. Elle fait partie des femmes chefs d'entreprise, considérées comme un cercle restreint des personnalités féminines influentes. Première dame notaire au Togo, Madame Akereburu exerce sa fonction depuis 25 ans. Grâce à sa détermination et sa vision, elle a su s'imposer en véritable leader dans le monde des hommes. Même si c'est difficile de parler de soi, Madame Akereburu s'est livrée à cet exercice, une façon d'encourager les autres à suivre ses pas. Je suis la première femme notaire du Togo, je tiens à le dire, parce que c'était un monde d'hommes. Quand j'étais arrivée, j'étais la seule femme. Donc, aujourd'hui, nous sommes nombreuses et c'est très bien. Je suis contente parce que les femmes sont venues à la profession. Ça, je crois que l'exemple aussi, ça sert beaucoup, que les femmes aujourd'hui voient d'autres femmes, ça les attire et ils s'engagent dans cette voie. Et je suis également la première notaire certifiée du Togo. Parce que j'ai fait le programme qualité et sur le plan régional, j'ai la certification UMOA. Comme elle, nombreuses sont ces femmes qui émergent aujourd'hui dans le monde des affaires. Émancipées, elles prennent des rôles significatifs dans la vie associative, politique, administrative et commerciale. De la fonction administrative à celle politique, Madame Massi Achira se retrouve aujourd'hui dans le monde des affaires. Épouse et mère de famille, les femmes se doivent aujourd'hui, comme Madame Achira, de bien s'organiser pour gérer véritablement leur vie familiale et professionnelle. S'organiser, c'est savoir faire ce qu'il y a à faire à temps. Savoir programmer les activités et ensuite savoir communiquer. Je crois qu'il ne faut pas dire je ferai des choses quand je serai libre, parce que la femme n'est jamais libre. Il y a certaines qui disent je ferai ça quand je serai à la retraite, je ferai des activités quand mes enfants vont grandir. Ce n'est pas vrai. Tout se combine en même temps. Cette organisation donnera à coup sûr les chances et les forces égales aux femmes d'avoir la même importance que l'homme dans la société. On a de la chance actuellement, puisqu'on ne parle que même en dehors de la journée du 8 mars. Il y a le programme genre que tous les États ont adopté, qui existe sur le plan national, sur le plan régional, sur le plan international, où on parle du genre. Je peux dire que nous avons un siècle où les femmes sont prises en charge. La majorité de nos sœurs vont à l'école maintenant avec tous les progrès que le gouvernement a fait, tous les programmes qui sont faits par le gouvernement. Beaucoup de filles vont à l'école, mais seulement elles ne vont pas très loin. Elles s'arrêtent en chemin, donc il faut qu'on les pousse à y aller. Et ça, c'est de la responsabilité, non du gouvernement, mais des parents, de nous les parents. C'est nous qui devons encourager nos enfants à aller à l'école. Nous, les grandes sœurs, nous sommes toujours là pour accompagner nos enfants, nos sœurs, etc. Dès qu'elles ont besoin de nous, nous sommes là. La continuité de la percée des femmes dans les années à venir passera à coup sûr par la valorisation et la promotion de leurs compétences. L'avenir s'annonce donc garant pour une transformation du monde des femmes. Un mot sur le tourisme dans ce journal. C'est l'un des secteurs les plus importants dans l'économie d'un État. Au Togo, le développement énorme que ce secteur a enregistré dans les années 80 a connu un coup d'arrêt avec les troubles sociopolitiques des années 90. Depuis, les autorités sont dans un processus de redynamisation du secteur touristique. Mais quels sont les axes de ce processus de redynamisation? Les réponses dans ce dossier de la rédaction. Les années 80 représentent pour le tourisme togolais des années de gloire. Le secteur était alors très florissant et attirait des millions de touristes. Mais les années 90 vont représenter l'envers du décor. Les troubles sociopolitiques avaient porté un coup dur à ce secteur. Le défi aujourd'hui pour les autorités togolaises est de trouver un moyen pour redynamiser un secteur en déclin. Une opération de redynamisation qui nécessite de redonner aux différents sites touristiques leur attrait d'antan. Le Togo possède d'énormes potentialités en matière touristique. Et on a beaucoup de sites fantastiques que l'on peut visiter, en passant par la faune, le littoral, la flore, beaucoup
de potentialité, de façon résumée, que nous devrons tout simplement valoriser pour les rendre beaucoup plus attractives afin de pouvoir amener le visiteur qui arrive chez nous à avoir facilement accès donc à ces sites et à donc admirer la beauté que ces sites offrent. Le défi est de taille, mais pas impossible, si un plan bien défini est mis en œuvre à cet effet. Le plan, c'est justement ce qui est contenu dans ces 4 documents. Il s'agit du plan directeur de développement et d'aménagement touristique du Togo, un plan aux envergures internationales qui repose sur les épaules de Jacques Carole. Il s'agit dans un premier temps d'analyser la situation actuelle, à la fois sur le plan de l'activité touristique, mais aussi de tous les domaines qui concourent à cette activité touristique et qui ne sont pas forcément du ressort du seul ministère du Tourisme. Je pense par exemple aux aspects liés à la formation, aux aspects liés au transport, qu'il s'agisse des transports aériens ou des transports terrestres, qu'il s'agisse des aspects liés à l'environnement et à la protection de l'environnement et à la sauvegarde des aires protégées, etc. Ou qu'il s'agisse aussi des aspects liés au tourisme culturel qui sont du ressort du ministère de la Culture. Une première phase de ce plan a été élaborée le 16 août dernier et validée en atelier ce 17 février. Validation suivie du lancement de la seconde phase. À terme, le document final va constituer la Bible du secteur touristique. Le document définit la responsabilité des différents acteurs dans le développement du tourisme togolais, des acteurs au rang desquels se trouvent l'État et le secteur privé. Les autorités togolaises auront à valider les actions qui seront proposées, dans certains cas peut-être à les modifier légèrement, et puis à les mettre en œuvre, et pour les mettre en œuvre, bien sûr, à trouver les moyens de financement nécessaires à cette mise en œuvre. Mais ce que je voudrais dire, et insister là-dessus, c'est que, bien sûr, les autorités publiques de l'administration du pays ont un rôle fondamental à jouer, mais ce ne sont pas les seuls. Il y a d'autres acteurs qui sont les opérateurs privés, qui ont un rôle fondamental pour le développement du tourisme. Un autre acteur qui devrait jouer une part importante dans la redynamisation du tourisme, ce sont les populations elles-mêmes, surtout celles vivant dans les régions à forte potentialité touristique. Elles devront être sensibilisées sur les atouts que représente le tourisme pour leur région afin de lutter à la préservation des sites touristiques. La politique qui se mène au niveau de notre département, c'est d'impliquer davantage les populations locales désormais dans les projets d'aménagement des sites, dans les projets de gestion de ces sites, afin que la gestion de ces sites profite davantage aux populations locales et de façon subsidiaire donc à la communauté, c'est-à-dire à la préfecture, la commune et au pays. Toutes ces actions conjuguées devront permettre de remettre le tourisme togolais sur l'orbite du développement. Aujourd'hui, le secteur attire environ 300 000 personnes tous les ans, un chiffre très loin des millions enregistrés dans les années 80. Le défi majeur pour les autorités est d'amener ce chiffre à 1 million par an. Seul bémol dans l'élan de développement du tourisme, l'absence d'un ministre qui servira de relais de toutes ces actions auprès des autorités d'un côté et de l'autre auprès des partenaires techniques et financiers. Au Togo, comme partout ailleurs dans le monde, le mois saint des musulmans a débuté ce dimanche pour la plupart des musulmans. D'autres ont commencé 24 heures plus tôt. En tout cas, tous les musulmans sont déjà dans le jeûne. Dans ce reportage, nous allons faire le tour de quelques grandes capitales musulmanes du monde pour voir comment le jeûne a débuté. Il y a comme un air de fête dans ce marché du Caire. Les traditionnelles lanternes ont fait leur apparition dans les rues de la capitale égyptienne. Pas de doute, le ramadan a commencé. Les Kairotes en profitent pour souffler après des mois d'instabilité politique et sécuritaire. J'espère que l'Égypte va devenir le pays le plus calme au monde. Je pense qu'on va commencer une nouvelle vie pendant le ramadan. Les élections sont passées. Nous espérons une nouvelle ère pour le pays. Atmosphère plus tendue dans la capitale somalienne. Ici, la police est sur les dents. Les autorités craignent une nouvelle attaque des terroristes Shebab. Mais pour les fidèles, en ce mois de ramadan, pas question de céder à la panique. Je suis confiant, ce mois de Ramadan sera plus sûr que les années précédentes, car la police multiplie les patrouilles dans différents quartiers de la ville. Un
mois de jeûne et d'intense ferveur. En Indonésie, des milliers de musulmans se retrouvent à la mosquée de Jakarta, un lieu gigantesque qui peut accueillir plus de 100 000 personnes. Les fidèles espèrent que leurs prières seront entendues. J'espère qu'en ce mois du Ramadan, les conflits et les tensions dans le monde musulman vont s'atténuer. Dans le plus grand pays musulman au monde, on n'échappe pas à la fièvre du mondial de football. Malgré les menaces d'intégristes religieux, la fête du ballon rond semble bien aller de pair avec l'observation du jeûne. En Israël, l'armée poursuit ses recherches pour retrouver les 3 adolescents enlevés le 12 juin dernier. Pendant ce temps, la tension monte entre Israéliens et Palestiniens. L'État hébreu a mené un raid aérien dans la bande de Gaza. 2 adolescents palestiniens ont été tués. Le nouveau paysage du sud de la bande de Gaza après les représailles de l'armée israélienne. 12 frappes menées dans la nuit de samedi à dimanche, la réponse d'Israël aux roquettes lancées par les groupes armés palestiniens, des tirs qui ont provoqué l'incendie d'une usine à Sderot. L'armée israélienne défendra son territoire, que ce soit au nord ou au sud. Partout où des gens essaieront de s'en prendre à l'État d'Israël. Ces habitants de Khan Younes ont eu la vie sauve, mais cet homme a tout perdu. Nous étions assis là, quand tout à coup nous avons vu tomber 2 missiles. On a commencé à courir. Un homme qui était en train de dormir a été blessé. On a couru. Et là je découvre ma ferme, ma maison. Tout est détruit. En parallèle, l'armée israélienne poursuit ses recherches pour retrouver les adolescents disparus le 12 juin dernier en Cisjordanie occupée. 7 Palestiniens ont été arrêtés la nuit dernière. Une vaste opération qui met les Palestiniens sous tension. On commence tout juste le Ramadan et eux, ils entrent chez nous et ils fouillent. C'est notre premier jour de jeûne. Comment on fait pour jeûner? Comment on fait pour être en paix et prier? Depuis le début de l'opération Gardien de nos frères, 5 Palestiniens ont été tués par des soldats et près de 400 ont été arrêtés. En Ukraine, le cessez-le-feu expire dans un peu plus de 24 heures. Le président ukrainien Petro Poroshenko et russe Vladimir Poutine se sont parlé au cours d'un entretien public. Le président russe a demandé à son homologue ukrainien de prolonger le cessez-le-feu, mais en Ukraine, plusieurs voix se lèvent pour demander la cessation de cette mesure. Sur la place de l'Indépendance, à quelques pas du bâtiment présidentiel, plusieurs milliers de personnes. Des civils mais aussi des militaires, parmi lesquels les bénévoles du bataillon Donbass, qui ont rejoint l'armée à l'Est pour combattre les pro-russes. Ils exigent la fin du cessez-le-feu, la loi martiale et plus de moyens pour se battre à Donetsk et à Lugansk. La première chose pour arrêter la violence, c'est d'établir la loi martiale dans ces 2 régions. Si ce n'est pas fait, la zone de non-droit grandira parce que les terroristes sont de plus en plus armés et font de plus en plus de victimes. Le président ukrainien Petro Poroshenko a prolongé le cessez-le-feu sur la demande de ses homologues russes et européens. La trêve doit maintenant prendre fin lundi soir. Vos demandes vont être transmises au président, mais le cessez-le-feu qui dure 72 heures doit continuer parce que la population locale compte dessus. À l'Est, les séparatistes contrôlent toujours les routes et certaines villes. Ils refusent de déposer les armes. D'après le ministère de la Défense, 5 soldats ukrainiens ont été tués et 17 autres blessés dans des attaques menées samedi par les rebelles. C'est la fin de cette édition. Merci à vous tous de l'avoir suivi.